Parfait. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci Pierre de Grand Plage Auditeur. Aujourd'hui, je suis accompagné par Madame. Anna Vaillancourt, hein, le Hein. groupe Nayan en apprécie. Alors c'est ça. Le sujet d'aujourd'hui, on va vous parler des travaux après fini, ouvrir en plus les aspects pratiques avec Madame Vaillancourt, puis moi peut-être compléter avec certains aspects juridiques. On en a, je pense, pour une heure de présentation globale. On va essayer de s'en tenir à une demi-heure, 40 minutes de présentation pour nous deux, puis après prendre des questions des uns et des autres. Alors, allez-y, Madame Mélencourt, peut-être débuter avec votre partie. Certainement. Je dirais que les situations en apprécie vont seulement réduire avec la nouvelle loi pour le carnet d'entretien. Donc, il y a du bon. Il devrait y avoir moins souvent de sinistres. Souvent, les gens qui portent intérêt à connaître plus sur la chose, qui sont en plein milieu, ils vivent un sinistre. C'est rare ceux qui sont en amont qui posent des questions. Donc, c'est souvent des cas ou des exemples très précis. À la fin, je pense que vous allez pouvoir en discuter ou poser vos questions aisément. Il faut savoir que principalement, je dirais 80% des causes de sinistres sont dues à l'eau. Donc, en cours d'eau, en copropriété, principalement les lave-vaisselle, les alimentations d'eau derrière les réfrigérateurs et les laveuses. Donc, c'est pas nécessairement des choses que vous pouvez faire comme entretien en tant que gestionnaire ou en tant que syndicat, mais c'est souvent les principales causes. Parfait, parfait, parfait. Écoutez, non, j'ai pas de, ça me surprend pas, effectivement, il y a beaucoup de la principale cause qui est souvent avancée. On peut penser aussi au refoulement, aux inondations, qui ont quand même signifié beaucoup de personnes ces Oui. temps-ci. Puis je vous dirais que qu'on constate aussi, puis il n'y a rien d'extraordinaire à dire ça, c'est que beaucoup de gens découvrent les polices en même temps qu'ils découvrent le sinistre. Mhm. Donc, découvrent les limites de leur couverture, font plus attention au moment venu à ce qui s'applique, ce qui s'applique pas. On prête peu attention lors du renouvellement ou on ne demande pas de conseils ou très peu d'informations quand on reçoit la liasse par courriel ou par la poste pour ceux qui reçoivent encore par la poste. Donc, j'espère qu'à la fin de la présentation, peut-être, vous irez regarder votre police pour voir si vous croyez être bien couvert pour ce que vous pensez être la cause potentielle de vos sinistres. Mais règle générale, regardez si vous êtes déjà couvert pour les dégâts d'eau, parce que Faut la savoir principale que les cause. dégâts d'eau, il y a trois couvertures. Donc, il va y avoir la couverture pour l'eau qui rentre sous le niveau du sol, au-dessus du niveau du sol et par les éléments sanitaires. Donc, ce qui est les alimentations plomberie, donc à l'intérieur du bâtiment. Parfait. Donc, vous allez avoir un devoir de vérifier votre couverture. De savoir si c'est couvert ou non couvert, ça va être beaucoup le nerf de la guerre à travers le processus. Je pense aussi que faut prendre en considération tous les sinistres qui vont avoir lieu qui sont sous une valeur d'une franchise. Donc, il n'y aura pas nécessairement une réclamation, mais ça reste que c'est une situation qui va avoir qui va nécessiter des actions et une réparation. Ce qui va être principalement couvert, dépendant de votre contrat, de vos assurances, ce qui va être couvert, c'est ce qui va être spontané et inattendu. Comprenez que si c'est graduel, ça ne sera pas couvert par les assurances. Qu'importe la source, même si vous avez les trois amendements avec les trois couvertures pour l'eau, si c'est graduel. Donc, une petite goutte d'eau. Je vais vous donner un exemple toujours la toilette qui coule. Avec une petite goutte d'eau, doucement, subtilement, pendant des semaines, un mois, ne serait-ce qu'un mois, et que là, ça fait de la moisissure, ça fait des dommages qui sont graduels, c'est pas des dommages spontanés. La même toilette qui cède et que l'eau coule sur 3 étages, celle-ci serait couverte. Il va y avoir des causes qui sont un petit peu, on joue entre la ligne. Vous pourriez avoir la même toilette qui coule depuis un mois et tout d'un coup, boum, elle cède officiellement. Donc, là, c'est du spontané par-dessus du graduel. Donc, tout dépendant de l'intervention et comment le dossier est apporté aux assureurs, vous pourriez être couvert malgré le fait qu'il y a une présence de graduel. Oui, puis je dirais, j'allais dire la même chose. Juridiquement, le tribunal va souvent utiliser les mots soudain et accidentel pour définir le sinistre. Et donc, l'idée, c'est ce qui est prévu, prévisible, c'est pas le sinistre, c'est plutôt le fonds de prévoyance qui traiterait de ça, et le fonds d'auto-assurance ou les couvertures d'assurance qui traiteraient plutôt le soudain et l'accidentel.
Et ça, c'est une des premières questions qu'il faut se poser lorsque vient le temps de traiter le CV comme syndicat, parce que comme l'a dit Madame Vaillancourt, vous avez beaucoup de dossiers qui sont en bas de la où vous allez devoir vous comporter un petit peu comme un assureur pour évaluer si, un, vous avez à faire comme des choses, un, si, est-ce que c'est soudain, est-ce que c'est accidentel, sachant que parfois, il y a une infime partie des réclamations, il y a quand même certaines réclamations où, disons que l'accident tombe à point nommé dans un processus, par exemple, de vente proche ou et on voudrait éventuellement ou on supposerait que la partie qui réclame serait avoir une unité bien rénovée avant de revendre. Donc, ça, il y a certains dossiers comme ça où on a des doutes sur le fait que, effectivement, c'est pas bien fini. Donc, le sinistre, événement soudain accidentel et l'aspect graduel est important parce que aussi, ça va pouvoir permettre d'évaluer l'éventuelle faute du copropriétaire. Par exemple, aurait vu depuis quelques mois que ça coulait, ou que ça suintait, ou aurait vu depuis quelques mois que le tuyau était corrodé, que la gaine autour du tuyau flexible commençait à s'effilocher. C'est des aspects qui pourraient laisser penser, un, peut-être que c'est un sinistre, deux, peut-être que c'est la faute du copropriétaire qui n'a pas été diligent en voyant ce signe avant-courage. Mhm. Voilà. Ça arrive parfois que c'est dans les murs. Donc, ce n'est pas toujours visuel. Pour autant, plusieurs personnes vont se sentir un peu démunies parce que c'est pas nécessairement de votre faute, ce n'était pas visible. Mais c'est la règle pour les assureurs. Donc, le soudain, le spontané, l'inattendu versus le graduel. Vous allez faire face à des situations qui sont sous la valeur de franchise. Vous allez faire face aussi à des situations où est-ce que vous allez avoir des limitations ou des absences de couverture. Les absences de couverture, comme Maître Lucas disait, on a 3 avenants différents pour l'eau. Donc, ça se peut que vous n'ayez pas couvert pour un en précis. Et une limitation, avec tout ce qui s'est passé le 9 août, beaucoup avaient des limitations pour tout ce qui était au niveau du sol. Donc, les rez de jardin, les demi-sous-sols étaient couverts, oui, mais avec une limitation de 100 000. Si le 100 000 est atteint rapidement, c'est là que vous, en tant que gestionnaire, syndicat, vous devez quand même procéder aux travaux et s'assurer que la bâtisse garde ou maintient sa valeur et son état. Une autre limitation à laquelle on peut penser, c'est plutôt du point de vue du copropriétaire, que comme on va l'expliquer probablement, mais il y a une couverture d'assurance pour le syndicat qui couvre l'essentiel du bâtiment. Et il y a une couverture d'assurance pour tout et chacun des copropriétaires, où normalement il devrait y en avoir une. Et cette couverture d'assurance inclut souvent, la plupart du temps, quasi systématiquement, une couverture pour la relocalisation. Et ce sont des couvertures qui ont des limites assez rapidement atteintes. Euh, pour des raisons qui sont propres à l'industrie, qui sont pas forcément justifiées selon moi. Les couvertures d'assurance en copropriété relocalisation sont très limitées parce qu'elles sont indexées sur la couverture pour les améliorations. Or, la couverture des améliorations est même restreinte, ce qui fait en sorte que assez rapidement, les propriétaires vont épuiser leur couverture de relocalisation. Alors, le temps dans la gestion des travaux après sinistre est déterminant. Il faut que ça se fasse bien, adéquatement, avec les bons intervenants, mais rapidement, parce qu'assez rapidement, les propriétaires vont se retrouver sans couverture pour la relocalisation, et là, ça va activer d'autres enjeux. Une syndicat va se voir réclamer là, les frais d'hôtel, les frais de déplacement des meubles, etc. Dans les frais de relocalisation, on voit souvent des frais d'à peu près 35 à 55 par jour de dédommagement ou de budget alloué. Donc, pour un petit condo, possiblement que de relocaliser une personne seule peut être facile pour un premier. Mais imaginez un townhouse, une maison de ville où est-ce qu'on a une famille à relocaliser avec un chien. C'est pas partout qu'on va pouvoir les relocaliser. Donc, les frais, oui, on va pouvoir faire face à une limitation. Dans le déménagement, pardonnez-moi, dans la relocalisation, la gestion du contenu, ce que vous avez parlé, on pense souvent que les pertes des biens personnels des gens est une chose, mais de tout emballer, d'entreposer, ont aussi des coûts qui montent rapidement. Donc, ça aussi, si on peut faire cette limitation, on peut atteindre rapidement avec la gestion du contenu. Oui. Par la suite, si je vous parle un petit peu des assurances du syndicat versus les assurances privatives, donc individuelles à chaque copropriétaire.
Lorsque vous allez avoir une réclamation, donc passer à travers les assurances, ce sera toujours l'assureur du syndicat qui va prendre le relais, donc le chef d'orchestre pour tout coordonner. Certainement, les assurances privatives vont s'occuper de chaque copropriétaire, que ce soit pour la gestion de leur contenu, leur relocalisation et des améliorations locatives s'il y a lieu. Mais le chef d'orchestre, ça va vraiment être les assurances du syndicat qui vont prendre le. Bon. Alors, quand il n'y a pas de couverture d'assurance du syndicat, par exemple, parce qu'il y a une franchise, le chef d'orchestre, ben, ça va devenir Le gestionnaire. le gestionnaire ou les pauvres administrateurs qui vont se retrouver à agir sans avoir nécessairement l'habitude de ça, l'expérience de ça, le temps pour ça. Alors, je pense que ça va nous amener assez rapidement à ce qu'on veut vous suggérer, c'est de vous faire un plan d'avance pour pas être pris par surprise, le moment du sinistre, avoir quelque chose d'organisé, d'être efficace, sachant qu'il y a quand même, avec les franchises qui sont en augmentation, beaucoup de sinistres où vous êtes un peu laissé à vous-même, sans vraiment d'assureur pour vous aider, parce que tout simplement pas de couverture applicable. D'avoir un plan, je pense que c'est une très bonne chose. C'est surtout lors du sinistre, lors de la situation. Si on a un propriétaire qui est au 5e étage, qui essaie de rejoindre la personne responsable du syndicat, toute cette chaîne-là de action-réaction, lors d'un sinistre, chaque heure, chaque minute compte. Imaginez un dégât d'eau, l'ampleur, la façon que l'eau va se répartir, la façon que l'eau peut dommager, un plancher de bois d'ingénierie qu'on peut sauver si c'est intervenu rapidement versus si on n'a fait rien le lendemain. Donc, d'établir un plan d'intervention aura certainement là, une grande valeur ajoutée là, à votre syndic. Oui. Donc, un document qui n'a pas besoin d'être extrêmement formel, mais l'idée, c'est un peu comme un plan de contingence, un plan d'urgence, dans le fond, fait pour la plupart des gestionnaires de bâtiments, notamment en cas d'incendie. Ben, l'idée, c'est de généraliser à cause de sinistres, c'est pas juste de l'incendie. Il y en a d'autres, et puis le dégât d'eau est la première. Alors, ça peut être aussi bête que de savoir où sont les clés, savoir les contacts, avoir des contacts à jour, avoir des personnes qui sont des personnes de référence ou des personnes qui impact qui n'est pas disponible, savoir quoi faire, avec quel entrepreneur, avoir pré-rencontré ces entrepreneurs, pas juste prendre l'entrepreneur qui est dépêché sur les lieux, il y en a quelques-uns qui ont fait la manchette, qui n'ont pas toujours des pratiques très facile ou très lisible, surtout quand on est dans une situation de sinistre. Donc, l'idée de prendre contact avec des intervenants dans l'hypothèse où, dans le but d'avoir une relation de confiance, qui est bête, qui savait déjà le cadre dans lequel il va intervenir, ça peut être une bonne idée. Prendre une liste de gens que vous allez mobiliser advenant le cas. Voilà. Deux choses que j'aimerais préciser. Sachez que si vos assureurs vous conseillent, vous réfèrent un entrepreneur, vous n'êtes pas dans l'obligation de le choisir. C'est certainement vos assurances qui vont définir la nature des travaux, mais vous avez le choix de choisir votre entrepreneur. Donc, il y a une façon de naviguer à travers tout ça. Et lorsque Maître Luca dit d'avoir un carnet de contacts à jour, j'irais même rajouter de faire de la sensibilisation auprès de chaque copropriétaire. Est-ce que tous et chacun savent où est leur valve de leur unité ou de la bâtisse? Donc, de sensibiliser à vraiment à chaque CA, de sensibiliser les gens, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'ils sont. Le carnet d'entretien, certainement, va aussi avoir des plus-values parce que les réservoirs d'eau chaude vont être entretenus ou changés de façon mieux contrôlée. Donc, vraiment, utilisez vos rencontres, vos CA pour faire la sensibilisation à travers ça. Une fois qu'on a bâti ça, bon, vous avez bien regardé les couvertures, vous avez regardé les limitations, vous avez fait les ajustements que vous pensez requis pour être adéquatement couvert. Il n'y a rien de parfait, évidemment, il y aura toujours des trous, il y aura toujours des exclusions, il y aura toujours des limites. Vous trouverez toujours que c'est trop cher ou vos copropriétaires trouveront toujours que c'est trop cher. Une fois on a fait ça, qu'on a fait un plan pour prévenir le sinistre, survient de manière soudaine et accidentelle le sinistre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va avoir tendance à évidemment arrêter la cause du sinistre très rapidement, couper l'eau, appeler les services d'urgence, il y a besoin d'appeler les services d'urgence, réparer les dégâts qu'on peut voir, en place des systèmes d'assèchement, etc. Ça, c'est évidemment requis, mais il faut aussi penser à l'après. Et alors là, j'enfile ma veste, j'ai jamais quitté, mais ma veste d'avocat pour vous dire, si vous avez
une cause de sinistre que vous supposez être celle qui est sous vos yeux, le bol de toilette, la vanité, le tuyau, de grâce, oui, coupez l'eau, oui, faites intervenir un plombier pour changer la pièce, mais ne jetez pas nécessairement la pièce qui est à l'origine du dommage, parce que s'il faut faire plus tard, après l'urgence, après les premières actions, des tests, des examens, des analyses, des expertises, ou que la partie adverse souhaite en faire, vous aurez besoin de conserver la pièce. L'autre aspect, c'est, oui, on n'y pense pas nécessairement, mais prendre des photos, documenter, prendre des notes, des photos, éventuellement des enregistrements, tout ce qui peut nous permettre à nous, comme avocats, avocates ou experts en sinistre, quelques mois plus tard, voire quelques années plus tard, avoir rendu à la cour. Aujourd'hui, ma collègue prépare un dossier pour être entendu demain en Cour du Québec. Il date de 2021. Le dossier. Alors, bon, la mémoire des choses, en 2025, elle s'est un petit peu effacée. Et les photos, tout le monde se gratte la tête pour comprendre, ben, qu'est-ce que ça veut dire, est-elle complète, pas complète. Bref, gardez ça à l'esprit. Je sais que vous avez plein d'autres choses à penser en 91 chimique, mais gardez, documentez votre dossier, gardez les éléments de pertinents, les pièces à conviction, j'ai envie de dire, pour le futur. Parce que c'est la cause qui va définir si vous êtes couvert ou non couvert. La cause va pouvoir aussi vous apporter d'autres belles situations sur les franchises, discussions à suivre. Mais lorsque vous parlez de documentation, j'aimerais ça faire un pont sur les descriptions d'unités privatives. Malgré les lois, présentement, il y a encore des syndics qui n'ont pas de description d'unité type. Ça a des grosses répercussions lors d'une réclamation. Par exemple, si on a un dégât dans une cuisine qui est rendue une cuisine en bois et que l'unité privative est pas privative, pardonnez-moi, que l'unité descriptive aurait dû être une cuisine en mélamine, tout syndicat qui fait défaut d'avoir la description de l'unité vont, à ce moment-là, c'est les assurances du syndicat qui vont prendre en charge les améliorations. Donc, ça va avoir un gros coût pour le syndicat. Ça aurait été un coût qui aurait pu être réparti au privatif. Donc, dans vos documents, c'est très important d'être à jour et d'avoir le descriptif de l'unité type. Oui, alors juste vous donner un peu de contexte pour ceux qui ne sauraient pas de quoi on parle. Une unité descriptive, partie privative standard, unité standard, ça réfère un petit peu à la même chose. Dans le fond, la couverture d'assurance du syndicat couvre l'entièreté de l'immeuble, partie commune, partie privative, sauf les améliorations. Et le législateur, constatant que beaucoup de copropriétés n'avaient pas de documentation adéquate pour faire la séparation entre cette couverture d'assurance du syndicat et celle de chaque copropriétaire qui couvre à l'intérieur de sa partie privative ou ses parties privatives les améliorations, a imposé un descriptif. Descriptif de quoi? De l'état d'origine de la partie privative, donc sans les améliorations. Le document a été établi par le conseil d'administration, a été soumis à l'assemblée des copropriétaires, approuvé, déposé au registre de la copropriété, transmis aux copropriétaires, document sur la base duquel les copropriétaires sont censés prendre leur couverture d'assurance en miroir. Tout ce qui n'est pas dans le document du syndicat, je dois le couvrir en regard de ce que je sais être dans mes parties privatives. Sauf que si cette documentation-là n'est pas adoptée, n'est pas soumise à l'Assemblée, n'est pas déposée au registre, l'assureur du copropriétaire peut prétendre qu'il n'y en a pas d'amélioration, donc moi, je ne vois rien. Donc tout ce qui est là, c'est dans le giron de l'assurance du syndicat ou il faut qu'il va faire dans le giron du syndicat. Donc oui, c'est important. Je vous donne un exemple juste pour vous donner, vous illustrer à quel point ça peut aller loin. C'est un immeuble mixte, commercial au rez-de-chaussée, résidentiel aussi. C'est un local de médical au rez-de-chaussée, mais vendu comme une coquille. Donc, dalle de béton, mur en béton, plafond en béton. Évidemment, dans un local médical, il y a beaucoup d'équipements, il y a beaucoup d'aménagements. Tout ça coûte extrêmement cher. Dommage dans le local médical, ben, l'assureur du propriétaire du local, constatant qu'il n'y avait pas de description de partie privative, il a dit maintenant que le pouvoir tout ce qui est à l'intérieur, ça tombe dans le giron de l'assurance du syndicat ou du syndicat. Se rajouter à ça le fait que ça avait été oublié par l'évaluateur agréé qui avait demandé de faire la description de partie privative, et donc on avait un méli-mélo de tout ça. Pour éviter ce genre de situation, effectivement, faites votre description, c'est un très bon point.
Moi, mais c'est à la loi depuis 2019, je pense, comme obligation. Oui, il y a eu des entrées en vigueur graduelles avec la Covid, il y a eu des suspensions. Bon, ça a été long et compliqué, mais retenez que vous êtes tous tenus d'en avoir une au jour d'aujourd'hui. Donc, si vous n'en avez pas, si vous ne savez pas de quoi on parle, euh, questionnez-vous et Deuxième devoir. faites-les. Ouais. Parfait. Lorsqu'on parlait du syndicat, des assureurs du syndicat, les assureurs du copropriétaire, je vais vous démêler un petit peu. Je vous ai dit tantôt que le chef d'orchestre sera toujours les assureurs du syndicat. Donc, les assureurs de la copropriété vont s'occuper de la relocalisation, la gestion du contenu. Gestion du contenu va toucher les effets personnels, ce qui a été perdu lors du sinistre, mais on va aussi toucher l'emballage, l'entreposage et le retour. Il va y avoir les améliorations locatives, donc tout ce qui a été en upgrade, en amélioration des lieux. Si le condo type était vendu avec un plancher flottant et on est rendu avec un plancher de bois franc, ça peut faire la différence dans la facture des travaux. Ce que vous allez devoir comprendre, c'est que les assurances du syndicat vont couvrir pour le plancher flottant et les assurances privatives vont faire la différence, donc vont payer l'écart entre le plancher de bois et le plancher flottant. Ça va être un petit peu mêlé, mais au bout du compte, c'est vraiment le contracteur avec lequel vous allez être confortable, vous allez faire confiance, qui vont tout démêler ça. En tant que spécialistes en après-sinistre, nous sommes habitués et ils sont habitués vraiment à gérer plusieurs assurances en même temps. Il va y avoir la coordination aussi de la relocalisation et les travaux par la suite du bâtiment, des espaces privatifs, tout ça géré par l'entrepreneur qui aurait été référé par les assurances du syndicat. L'autre chose dont on n'a pas encore parlé, c'est que cette assurance de copropriétaire couvre sa responsabilité. C'est une couverture pour l'immeuble, les meubles, le contenu, etc., mais aussi pour la responsabilité. Et le syndicat aussi a une couverture d'assurance pour la responsabilité. Alors ça, c'est un autre aspect du dossier du sinistre, c'est que à un moment donné, une fois qu'on a fait tous ces travaux-là, bah, viendra peut-être se poser la question de savoir comment on les répartit. Est-ce qu'on peut les imputer à tel copropriétaire? Est-ce qu'on peut les imputer à tel locataire? À tel entrepreneur qui est venu faire des travaux il y a quelques années ou quelques mois, etc. Pour pouvoir faire cet exercice, il faut avoir préalablement envoyé une mise en demeure. Là encore, je vous demande de faire un exercice un peu contradictoire. Vous êtes les pieds dans l'eau, vous gérez votre sinistre, vous voulez que ça aille vite, vous relocalisez rapidement vos copropriétaires, mais vous ne devez pas jeter la pièce à conviction, vous ne devez pas jeter et vous devez prendre le maximum de photos et vous devez aussi envoyer des avis, des dénonciations, des mises en demeure à votre copropriétaire, incluant, oui, c'est votre propriétaire, oui, c'est la porte à côté, mais vous devez envoyer une mise en demeure pour le tenir responsable si vous pensez qu'il y a des raisons d'arriver à cette conclusion, et l'assureur du propriétaire si vous le connaissez. Même chose pour un locataire, si l'unité est louée. Le même exercice doit être fait à la fois pour le propriétaire, à la fois pour le locataire. Occupant à titre gratuit, c'est la même démarche qui doit être faite. Et puis après, les dossiers peuvent nous amener à penser à d'autres intervenants. On a parlé des laveuses, ben, on peut penser aux fournisseurs, à l'installateur, aux fabricants. Alors, je sais que vous vous dites, mais ça fait beaucoup de choses, on n'est pas avocat, on peut pas avoir tout en tête et arriver à la conclusion que forcément la machine est en mauvais état. Je dirais, au fond, faites pas, allez-y, envoyez vos avis, même si vous n'êtes pas certain. Il y a personne qui va vous blâmer d'aviser une personne qui a un sinistre survenu et qu'éventuellement vous pourrez la tenir responsable. Souvent, c'est le travail des experts en sinistre de vous aider là-dedans, de vous aider, vous accompagner dans la réalisation de ces avis-là. Quand il y a un dossier ouvert auprès de l'assureur, il va s'en charger, ne vous inquiétez pas. Mais quand vous êtes parfois tout seul et de plus en plus souvent tout seul à gérer les sinistres parce qu'il y a une franchise de préparation de syndicat populaire, ben, il faut que vous preniez ces réflexes, malheureusement. Et si vous ne le faites pas, là, je réponds, c'est très clair, c'est fatal au recours. Donc, la personne que vous viendriez voir 3 mois après la réalisation des travaux avec une belle facture, voici, payez-moi 50 000 parce que je te tiens responsable, sans l'avoir au préalable avisé, pourrait vous répondre tout simplement, c'est trop tard, j'ai pas pu venir constater, j'ai pas pu évaluer les dommages, donc le recours n'est pas recevable. Juste cet argument. Quand bien même, il serait effectivement responsable. Donc, c'est vraiment important de garder ça à l'esprit.
faut savoir aussi, pour réparer la cause, que ce soit couvert ou non couvert. Oui, l'expert va vous aider à vous accompagner, mais si c'est une infiltration d'eau par la toiture, il va falloir aussi prévoir à réparer la cause. La réparation de la cause ne sera pas partie de la réclamation. On peut avoir plusieurs choses, tout dépendant des situations, qui seront couvertes, non couvertes, mais qui vont rester des obligations. Et vous, en tant que syndicat, que ce soit sous la valeur de la franchise, que ce soit couvert ou non couvert, vous avez l'obligation, quand vous êtes gestionnaire, quand vous êtes impliqué dans votre syndicat, de gérer la situation. Même dans un cas de maison de ville, de townhouse, où est-ce que c'est arrivé seulement dans une unité, ça ne touche pas les unités, vous avez l'obligation d'intervenir. Les responsabilités, on peut peut-être passer en revue ça. Ça a fait couler beaucoup d'encre, ça a été réformé. Avant, le système était relativement simple. Il y avait beaucoup de dossiers qui étaient au-dessus de la franchise, traités entre assureurs. Il y avait des conventions entre assureurs. Bref, vous n'entendiez pas beaucoup parler de ces dossiers-là, qui est géré par les compagnies d'assurance et entre elles. La loi a été modifiée, le code civil a été modifié pour introduire deux articles qu'on voit beaucoup, sur lesquels on peut beaucoup lire, du 74.1, qui vous confie comme syndicat la responsabilité de vos travaux si vous choisissez de ne pas réclamer X qui n'est pas couvert, et du 74.2 qui dit le syndicat répartit cette dépense entre tout le monde, à moins que il y ait des causes de responsabilité du copropriétaire. Donc, en somme, vous êtes en charge, vous n'avez pas de recours contre vos copropriétaires, euh, vous devez répartir ça comme une part commune, même si ça concerne une unité, à moins que vous soyez capable de prouver la faute, comme le cas de figure, que la faute, la responsabilité soit présumée. Ça vient d'une laveuse qui est propriété du copropriétaire. Il est présumé responsable, à charge pour lui de démontrer que qu'il a fait un entretien normal, diligent, il a été une personne raisonnable avec une laveuse qu'a priori on garde pas tous les 35 matins. Il n'était pas visible, les tuyaux étaient cachés derrière un mur. À l'inverse, il sera pas capable de faire cette preuve si il a, par exemple, une machine qui date des 30 ans, par exemple, le tuyau était sous ses yeux, sous les yeux, il y allait régulièrement sous cet yeux pour chercher X, Y ou Z. Lui, il voyait que ça fuyait un peu. Il a décidé de mettre une tape, par exemple, ou il a vu des traces, des cernes d'eau sur le petit meuble qui est en dessous du tuyau flexible où il a reçu un avis du syndicat lui disant, écoutez, tous les tuyaux flexibles de l'immeuble sont vieux, il faudrait les changer. Là, on vous demande de le faire, mais si vous ne le faites pas, on vous tient responsable, par exemple. Ça, ce sont des cas où il ne sera pas capable de démontrer son absence de faute, et donc il va continuer d'être tenu responsable. Et puis également, le troisième cas, la responsabilité des personnes dont il est responsable. C'est un peu une pathologie, ce que je vous raconte, mais discussion, je vous passe les détails, la jurisprudence un peu contradictoire sur le sujet, mais somme toute, on peut considérer que sont inclus, à mon avis, là-dedans, les locataires, les occupants, les entrepreneurs que le copropriétaire engage, et évidemment les membres de la famille, les enfants, les véhicules dans le condo ou autres. Alors, ça englobe tout ça. Il y a une discussion en jurisprudence, encore une fois, je ne vais pas faire les détails de ça, il y a beaucoup de décisions qui vont dans un sens, des décisions qui vont dans l'autre. Tout ça, ce sont des décisions de la Cour du Québec, pour la plupart en division des petites créances, c'est pas encore une décision de la Cour supérieure sur le sujet, donc ça reste un sujet chaud, mais j'ai mon opinion sur le sujet, puis je pense que ça va être pas viable de prétendre qu'un propriétaire est jamais responsable de son locataire. Mais c'est mon point de vue. Alors, essentiellement, ce sont ça les cas de figure, mais pour pouvoir faire ça, il faut avoir envoyé une avis de démonstration et une mise en demeure avant que les travaux se réalisent. Donc, c'est toujours ce préalable qui est requis. Sinon, même pas la peine de faire le débat, vous êtes perdant d'avance. Dans certains syndicats, ils vont donner le devoir à chaque copropriétaire de faire l'entretien des drains sur les balcons, de faire les tuyaux flexibles que vous avez mentionnés. Est-ce que
vous allez avoir autant de bons résultats de demander ou de donner le devoir à tous et à chacun de faire ces vérifications-là ou de garder sous votre aile l'obligation de faire les vérifications. D'expérience, je pense que si vous gardez en contrôle, vous avez vos carnets, c'est fait les vérifications, vous rentrez dans l'unité, je pense qu'il y a beaucoup de situations qui peuvent être empêchées. Là. Ouais. Ben, moi, je parle comme un avocat, mais ça veut pas dire que je ne pas de prévenir aussi. Alors, c'est ce que vous dites dans le fond de votre discours, c'est bien l'objectif premier, c'est toujours quand on met en place des règles, quand on met en place des carnets de travaux, des programmes de travaux, des programmes de surveillance, des détecteurs d'eau pour couper les arrivées d'eau quand il y a des fuites. Le but de tout ça, c'est de prévenir ou de limiter l'ampleur des dommages. C'est très bien, je veux dire, parfait. Le premier objectif à atteindre, c'est celui-là. Si cet objectif, malheureusement, pour toutes sortes de raisons, n'est pas atteint, soit parce que le programme qui a été mis en place n'a pas été suivi, soit parce que le système qu'on a mis en place physiquement n'a pas marché, le détecteur d'eau s'est pas déclenché, par exemple, ben, le dommage est survenu. Voilà, vient la question de la responsabilité. Et puis l'autre chose, excusez-moi, qui va entrer en discussion, c'est les dommages, le quantum et la dépréciation. Alors souvent, les assureurs vont vous dire, les assureurs de parties responsables, par exemple, un gros brutal qui dit, oh oui, effectivement, mon assuré est fautif, il a commis une faute dans le dossier, combien vous en avez eu des dommages, envoyez-moi la facture, envoyez toutes vos factures, vous justifiez avoir payé l'intégralité, et là, l'assureur vous dit, bon, très bien, je vous fais une quittance, et je vous paye en contrepartie de cette quittance, moins le montant que vous avez payé, moins 10%, moins 20%, moins, bon, et puis ça sort un petit peu d'un chapeau. Alors, il y a eu des débats là-dessus et des décisions qui ont été rendues, dont une décision où la Cour du Québec a conclu qu'on ne pouvait pas opposer la dépréciation au syndicat de copropriétaires dans la mesure où c'est pas lui qui était le bénéficiaire. Ce cas de figure était un peu spécifique dans le sens où c'était la fautive qui avait été aussi la victime. Donc, la faute était admise, le dommage, c'était la réparation de l'unité de la fautive, et la seule qui bénéficiait de la réparation, c'était la fautive victime. Et le syndicat, lui, ben, sort l'argent, il veut juste récupérer l'argent. La conclusion du tribunal a été de dire, c'est pas parce qu'il y a un principe qui dit la victime ne peut pas être enrichie, celui qui paye ne peut pas être enrichi par l'indemnité, que le syndicat ici s'enrichit. Il demande juste qu'il a payé. Et donc, à refuser qu'on applique une dépréciation. Alors, je vous le dis parce que il y a beaucoup d'assureurs qui vont avoir tendance en queue de dossier à vous forcer la main en vous disant signez la quittance là, en échange de ce chèque-ci. Et puis ça fait pas forcément votre affaire. Il manque 10%, il manque 20%, mais vous dites, oh, je me retournerai contre le copropriétaire. Sauf que cette quittance-là que vous signez, quittance l'assureur et l'assuré, c'est-à-dire le copropriétaire. Donc, en signant ça, vous abandonnez vos droits contre toutes les personnes pour lesquelles vous pourriez en avoir. Alors, avant de faire ça, peut-être réfléchir ou demander conseil si ça a une certaine importance. Si on parle de 200 $, c'est pas la peine, mais on parle d'un montant substantiel, ça vaut peut-être la peine de consulter à ce moment-là, au moment de signer. Mm-hmm. Lorsque vous signez les quittances aussi, ça ferme un dossier au niveau de l'assureur. Donc, la réclamation, elle est faite, elle est fermée. S'il y a des dommages progressifs, graduels, ça va s'arrêter là. Vous avez accepté l'entente avec un chèque avec une valeur. Lorsque un entrepreneur fait une soumission pour la réparation après le sinistre, on ne peut jamais présumer le pire. On peut juste espérer le mieux pour l'assureur. Donc, le devis sera seulement ce qui est visible à ce moment-là. Lorsqu'on commence les travaux, des fois, on peut voir que finalement, l'eau a coulé sur une membrane, ça a été plus loin que ce qui était perceptible ou visible à ce moment-là. Donc, toujours dans un dossier d'assurance qui est encore ouvert, le graduel ou le progressif, il va pouvoir être ajusté, dépendant des cas, va pouvoir être ajusté. Mais lors d'une quittance, vous ne pourrez pas revenir sur une somme subséquente. Et aussi, si vous acceptez la quittance, vous perdez souvent les garanties. Les assureurs, lorsqu'ils font les réparations, vont vous offrir des garanties, tout dépendant de votre assureur. Il y en a de 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Il y en a même des assureurs qui font une garantie à vie. Donc, on parlerait d'une construction neuve, tout ce qui est finition, électricité, plomberie, vous auriez 1 an de garantie sur votre douche. Mais une douche refaite via vos assurances pour avoir une garantie à vie. Donc,
Accepter la quittance n'est pas toujours la bonne chose. Si vous acceptez un chèque, vous faites vous-même les travaux, à ce moment-là, c'est à vos risques. C'est un sujet qui continue de bouger, incluant sur le plan judiciaire, les décisions qui rentrent encore une fois régulièrement. Donc, vous pouvez vous tenir informé avec l'infolette du bureau de l'emploi judiciaire. On fait notamment une actualité juridique avec 2 décisions par mois. Et parfois, il y a des décisions qui concernent les dossiers de sinistre ou de règlement des sinistres. Évidemment, dans cette infolette, il y a aussi les annonces des formations comme celle-ci ou d'autres sur d'autres sujets. Donc ça, c'est un bon moyen de vous tenir informé. Et puis, ben, j'imagine le groupe de Madame Vaillancourt, vous avez peut-être aussi des choses de votre Oui, côté. oui, le groupe Noël, non. Certainement, on va être là pour vous si vous avez des sinistres, on va répondre à l'appel, mais surtout appliquer des protocoles lors de vos rencontres, faites de la sensibilisation, demandez où sont les valves, qu'est-ce qu'on fait. Ça serait vraiment ça, c'est le plus important que vous pourriez faire vous dès aujourd'hui dans vos prochaines rencontres. C'est bon, merci à toutes et à Merci de votre tous présence. et bonne fin de journée. Au revoir.